Quelque part dans l'univers, à plus de 10 milliards d'années-lumière de l'endroit où tu te trouves en ce moment, il existe une chose qui ne devrait tout simplement pas exister. Une entité si massive, si démesurément gigantesque, que les équations de la physique moderne se brisent littéralement lorsqu'on essaie de la comprendre. Son nom est TON 618. Et ce que tu vas découvrir ce soir va transformer à jamais ta perception de l'univers, de notre place dans le cosmos, et peut-être même de la nature du temps lui-même. Imagine un instant. Imagine un objet dont le diamètre dépasse celui de notre système solaire tout entier. Imagine une masse équivalente à 66 milliards de soleils, compressés dans un point de densité infinie. Imagine une force gravitationnelle si puissante qu'elle courbe l'espace-temps lui-même, créant un gouffre dont rien, absolument rien, pas même la lumière qui voyage à 300 000 km par seconde, ne peut s'échapper. Ce soir, tu vas découvrir 3 mystères qui hantent les plus grands astrophysiciens de notre époque. Premièrement, comment un tel monstre cosmique a-t-il pu se former aussi rapidement dans l'histoire de l'univers, défiant toutes les lois de la croissance stellaire que nous connaissons. Deuxièmement, pourquoi les modèles théoriques nous disent catégoriquement qu'un objet de cette taille ne devrait mathématiquement pas pouvoir exister. Et troisièmement, ce que TON 618 nous révèle sur le destin ultime de l'univers. Un destin bien plus sombre et terrifiant que tout ce que tu as pu imaginer. Vas à découvrir quelque chose qui va te hanter pendant longtemps. Quelque chose qui va te faire regarder le ciel nocturne d'une manière complètement différente. Parce que là-haut, dans l'obscurité apparemment paisible de l'espace, se cachent des forces d'une violence inimaginable. Des entités qui dévorent des étoiles entières comme nous avalons des grains de poussière. Des monstres gravitationnels qui sculptent les galaxies et déterminent le destin de milliards de systèmes solaires. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, si tu ressens cette curiosité profonde pour les secrets les plus sombres de l'univers, alors abonne-toi maintenant. Le voyage commence ici, dans l'obscurité apaisante de cette nuit, et ensemble, nous allons plonger dans les profondeurs les plus vertigineuses de l'espace. Laisse-toi porter par ma voix. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites, et laisse ton esprit s'élever au-delà des nuages, au-delà de l'atmosphère terrestre, au-delà de la Lune et des planètes, pour voyager vers les confins les plus reculés de l'univers observable. Quand nous apprenons l'astronomie à l'école, quand nous feuilletons les manuels scolaires ou regardons les documentaires grand public, on nous présente généralement une vision relativement rassurante de l'univers. On nous parle de notre Soleil comme d'une étoile moyenne, stable, bienveillante, qui nous réchauffe depuis 4 milliards et demi d'années et continuera de le faire pendant encore quelques milliards d'années. On nous explique que notre galaxie, la Voie lactée, est une magnifique spirale de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Un océan lumineux dans lequel notre petit système solaire navigue paisiblement. On nous montre de belles images de nébuleuses colorées, ces nuages de gaz où naissent de nouvelles étoiles. On nous raconte l'histoire poétique des supernovae, ces explosions stellaires qui dispersent dans l'espace les éléments lourds nécessaires à la vie. Le carbone de tes os, le fer de ton sang, l'oxygène que tu respires, tout cela a été forgé dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. C'est une histoire belle, presque romantique, celle de notre connexion intime avec le cosmos. Et puis, on nous parle des trous noirs. Mais même là, la version scolaire reste relativement apprivoisée. On nous dit que les trous noirs se forment lorsqu'une étoile massive, beaucoup plus grosse que notre Soleil, arrive en fin de vie. Après avoir épuisé son combustible nucléaire, elle s'effondre sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. Si l'étoile est suffisamment massive, cet effondrement ne s'arrête jamais et toute la matière se compresse en un point infiniment petit, infiniment dense, qu'on appelle une singularité. Autour de cette singularité se forme une frontière invisible, le fameux horizon des événements, au-delà duquel rien ne peut s'échapper. C'est le point de non-retour absolu. On nous explique que ces trous noirs stellaires ont typiquement une masse de quelques dizaines de masses solaires, peut-être 100 masses solaires pour les plus gros. Ils sont dangereux, certes, mais ils restent relativement petits à l'échelle cosmique.
des prédateurs locaux en quelque sorte, des pièges gravitationnels qui attendent patiemment dans le noir. Et puis, on nous mentionne parfois les trous noirs supermassifs, ces géants qui se cachent au centre des galaxies. On nous dit que notre propre galaxie, la Voie lactée, possède un tel monstre en son cœur qu'on appelle Sagittarius A étoile. Il pèse environ 4 millions de masses solaires, ce qui semble déjà absolument colossal. 4 millions de fois la masse de notre Soleil, concentrée dans un espace plus petit que l'orbite de Mercure. C'est impressionnant, terrifiant même, mais les scientifiques nous rassurent en nous disant qu'il est à 26 000 années-lumière de nous. Bien trop loin pour représenter le moindre danger. Cette version de l'histoire est confortable. Elle nous permet de contempler l'univers avec émerveillement sans être paralysé par la terreur. Elle nous donne l'illusion que nous comprenons à peu près comment tout cela fonctionne, que les mystères du cosmos sont en train d'être résolus un par un, que la science progresse régulièrement vers une compréhension complète de la réalité. Mais la réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus étrange et infiniment plus terrifiante que cette version aseptisée qu'on nous a enseignée. Parce que Thon 618 change absolument tout. Ce trou noir brise tous les records, défie toutes les théories et remet en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'univers. Quand les astronomes ont commencé à étudier sérieusement cet objet, ils pensaient d'abord avoir fait une erreur de calcul. Les chiffres étaient tellement énormes, tellement au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais observé, qu'ils ont vérifié leurs données encore et encore, persuadés d'avoir commis une faute quelque part. Mais les chiffres étaient corrects. Thon 618 était bien là, monstrueusement réel, défiant silencieusement tout ce que nous pensions savoir sur les trous noirs. 66 milliards de masses solaires. Laisse ce chiffre pénétrer ton esprit un instant. 66 milliards de fois la masse de notre Soleil. Pour mettre cela en perspective, rappelle-toi que notre Soleil représente à lui seul 99,8% de toute la masse de notre système solaire. Toutes les planètes, tous les astéroïdes, toutes les comètes, toutes les lunes, toute la poussière cosmique qui orbite autour du Soleil ne représente qu'une infime fraction de sa masse. Et maintenant, multiplie cette masse par 66 milliards. Le résultat est un nombre tellement astronomique qu'il devient presque abstrait, impossible à véritablement concevoir pour un cerveau humain qui a évolué pour compter les fruits sur un arbre ou les prédateurs dans une savane. Mais ce n'est pas seulement la masse qui défie l'entendement, c'est aussi la taille physique de ce monstre. L'horizon des événements de Thon 618, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, a un diamètre estimé à environ 390 milliards de kilomètres. Pour te donner une idée de ce que cela représente, notre système solaire, de Neptune à Neptune, en passant par le Soleil, mesure environ 9 milliards de kilomètres de diamètre. Thon 618 pourrait donc contenir notre système solaire entier plus de 40 fois. Imagine que tu voyages à la vitesse de la lumière, la vitesse maximale autorisée par les lois de la physique, 300 000 km par seconde. À cette vitesse vertigineuse, il te faudrait plus de 15 jours pour traverser l'horizon des événements de Thon 618 d'un bord à l'autre. 15 jours à la vitesse de la lumière, juste pour traverser la frontière de ce gouffre cosmique. Et ce qui rend Thon 618 encore plus mystérieux, c'est son âge apparent. Cet objet se trouve à environ 10,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière que nous recevons de lui aujourd'hui a voyagé pendant 10,4 milliards d'années pour nous atteindre. Nous le voyons donc tel qu'il était il y a 10,4 milliards d'années, alors que l'univers lui-même n'avait que 3 milliards d'années environ. C'est là que réside le véritable mystère, la véritable anomalie qui empêche les astrophysiciens de dormir. Comment un trou noir peut-il devenir aussi massif en si peu de temps cosmique ? Selon nos modèles actuels de formation et de croissance des trous noirs, c'est tout simplement impossible. Les trous noirs grandissent en dévorant la matière qui les entoure. Gaz interstellaires, poussière cosmique, étoiles imprudentes qui s'aventurent trop près. Tout cela tombe vers le trou noir et vient s'ajouter à sa masse. Mais ce processus n'est pas instantané. La matière forme d'abord un disque d'accrétion autour du trou noir, un tourbillon ardent qui s'échauffe par friction à des millions de degrés.
Et voici le problème. Quand la matière s'échauffe à ce point, elle émet une quantité phénoménale de radiation, principalement sous forme de rayons X et de lumière ultraviolette. Cette radiation crée une pression vers l'extérieur qui repousse la matière environnante, limitant ainsi la vitesse à laquelle le trou noir peut se nourrir. C'est ce qu'on appelle la limite d'Eddington, du nom de l'astrophysicien britannique Arthur Eddington, qui l'a calculée au début du XXe siècle. Selon cette limite, un trou noir ne peut pas croître infiniment vite. Il existe un taux d'accrétion maximum au-delà duquel la pression de radiation repousse plus de matière que le trou noir n'en attire. C'est comme essayer de boire à une fontaine dont le jet est trop puissant. Au-delà d'un certain débit, l'eau te repousse au lieu de rentrer dans ta bouche. En appliquant cette limite à Thon 618, les calculs montrent que même en commençant avec un trou noir stellaire normal et en le laissant se nourrir au taux maximum possible pendant les 3 milliards d'années disponibles, on n'arrive pas à atteindre une masse de 66 milliards de masses solaires. Pas même de loin, il manque plusieurs ordres de grandeur. C'est comme si tu découvrais un château médiéval parfaitement construit dans une région où les humains ne sont arrivés qu'hier. Les pierres sont là, imposantes et indéniables, mais le temps disponible pour les assembler est ridiculement insuffisant. Quelque chose ne colle pas dans l'histoire. Alors comment Thon 618 a-t-il pu atteindre cette taille monstrueuse? C'est la question qui hante les chercheurs, et les réponses possibles sont toutes plus troublantes les unes que les autres. Certains théoriciens proposent que Thon 618 ne s'est pas formé à partir d'un trou noir stellaire ordinaire. Au lieu de cela, il pourrait être né d'un effondrement direct, un phénomène où un nuage de gaz primordial massif s'effondre directement en un trou noir sans passer par le stade d'étoile. Ce mécanisme permettrait de créer des trous noirs beaucoup plus gros dès le départ, avec des masses initiales de 100 000 à 1 million de masses solaires. Mais même avec cette tête de départ considérable, les calculs restent problématiques. 3 milliards d'années, c'est encore trop court pour passer d'1 million à 66 milliards de masses solaires en respectant la limite d'Eddington. D'autres chercheurs suggèrent que Thon 618 a pu croître en dépassant régulièrement cette limite, grâce à des épisodes d'accrétion super Eddington. Dans certaines conditions particulières, notamment si le disque d'accrétion est suffisamment épais et opaque, les photons peuvent être piégés dans le flux de matière entrante et emportés avec elle vers le trou noir au lieu de s'échapper et de créer une pression vers l'extérieur. Mais cette explication soulève d'autres questions. Comment de telles conditions pourraient-elles se maintenir pendant des milliards d'années? Et si l'accrétion super Eddington est possible, pourquoi ne voyons-nous pas beaucoup plus de trous noirs aussi massifs dans l'univers observable? Une troisième hypothèse, peut-être la plus troublante, suggère que Thon 618 pourrait être le résultat de fusions multiples. Au fil des milliards d'années, plusieurs trous noirs supermassifs auraient bien pu entrer en collision et fusionner, additionnant leur masse pour créer ce titan cosmique. Cette théorie est séduisante car nous savons que les galaxies entrent régulièrement en collision et fusionnent. Et quand cela se produit, les trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie finissent par spiraler l'un vers l'autre et s'unir. Mais là encore, les calculs posent problème. Pour atteindre la masse de Thon 618 par fusion, il faudrait un nombre improbable de collisions galactiques en un temps relativement court. C'est possible en théorie, mais cela exigerait une série de coïncidences cosmiques extraordinaires. Quelle que soit l'explication correcte, une chose est certaine. Thon 618 nous montre que l'univers est capable de produire des phénomènes qui dépassent notre imagination la plus débridée. Des monstres gravitationnels d'une échelle si démesurée qu'ils font paraître notre galaxie entière comme une goutte d'eau dans un océan. Et maintenant, laisse-moi te parler de ce qui se passe réellement autour de ce titan, de la violence inimaginable qui règne dans son voisinage immédiat, et de ce que cela nous révèle sur la nature fondamentale de l'espace et du temps. Parce que Thon 618 n'est pas simplement un trou noir. C'est ce qu'on appelle un quasar, l'un des objets les plus lumineux et les plus énergétiques de l'univers tout entier. Et ce qui produit cette luminosité phénoménale, c'est précisément le processus de destruction en cours autour de lui. Le disque d'accrétion qui entoure Thon 618 est un spectacle de destruction à une échelle
que l'esprit humain peine véritablement à concevoir. Imagine un tourbillon de matière incandescente, composé de gaz, de poussière cosmique et des débris d'innombrables étoiles déchiquetées par les forces de marée gravitationnelles. Ce disque s'étend sur des milliards de kilomètres, tournoyant autour du trou noir, à des vitesses qui frôlent celles de la lumière. Au cœur de ce maelstrom, la température atteint des valeurs absolument inimaginables. Nous ne parlons pas ici de milliers de degrés comme à la surface du Soleil, ni même de millions de degrés comme dans son cœur nucléaire. Non. Dans les régions les plus internes du disque d'accrétion de Thon 618, la température grimpe à des milliards de degrés. C'est une fournaise si intense que la matière elle-même se désintègre en ses composants les plus fondamentaux. Les atomes sont arrachés à leurs électrons, les noyaux atomiques sont brisés, et même les protons et les neutrons peuvent être dissociés en quarks et en gluons dans les conditions les plus extrêmes. Cette violence thermique génère une quantité de rayonnement proprement stupéfiante. Thon 618, en tant que quasar, brille avec une luminosité estimée à environ 140 000 milliards de fois celle de notre Soleil. Laisse ce chiffre pénétrer lentement dans ton esprit pendant que tu te détends. 140 000 milliards de soleils. C'est plus que la luminosité combinée de toutes les étoiles de notre galaxie, la Voie. Lactée, multipliée par plusieurs centaines. Si tu pouvais placer Thon 618 à la distance de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, à environ 4 années-lumière, sa luminosité serait si intense qu'elle vaporiserait instantanément la Terre, la Lune et probablement toutes les planètes du système solaire intérieur. Même à des milliers d'années-lumière de distance, son rayonnement serait suffisant pour stériliser n'importe quelle planète potentiellement habitable, détruisant toute forme de vie complexe par bombardement de rayons X et de rayons gamma. Heureusement pour nous, Thon 618 se trouve à 10,4 milliards d'années-lumière. Une distance si colossale que sa lumière, malgré toute sa puissance, nous parvient comme un point faible dans le ciel nocturne, invisible à l'œil nu et nécessitant des télescopes puissants pour être détecté. Mais cette distance rassurante ne doit pas nous faire oublier la violence pure qui règne dans les environs immédiats de ce monstre. Autour de Thon 618, l'espace lui-même est déformé de manière grotesque par l'intensité du champ gravitationnel. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous enseigne que la masse courbe l'espace-temps, et avec 66 milliards de masses solaires concentrées en un seul point, cette courbure atteint des niveaux extrêmes. Imagine que l'espace-temps est une toile élastique tendue. Chaque objet massif crée une dépression dans cette toile, et les autres objets roulent naturellement vers ces dépressions, ce qui explique la gravité. Notre Soleil crée une dépression modeste, suffisante pour maintenir les planètes en orbite. Un trou noir stellaire crée une dépression beaucoup plus profonde, un puits gravitationnel dont il est difficile de s'échapper. Mais Thon 618 ne crée pas simplement une dépression, il crée un gouffre, un abîme sans fond dans le tissu même de la réalité. L'espace-temps est si violemment courbé autour de lui que les concepts mêmes de distance et de direction perdent leur sens ordinaire. Près de l'horizon des événements, toutes les directions pointent vers l'intérieur. Peu importe comment tu essaies de te déplacer, que tu accélères vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, tu te rapproches inexorablement de la singularité centrale. Le futur lui-même est courbé vers le trou noir. S'échapper n'est pas simplement difficile, c'est logiquement impossible, comme essayer de voyager vers le passé. Et puis, il y a les effets temporels, peut-être l'aspect le plus troublant et le plus fascinant de ces monstres gravitationnels. La relativité générale nous apprend que le temps s'écoule plus lentement dans un champ gravitationnel intense. C'est un effet réel, mesurable, qui a été confirmé par d'innombrables expériences. Les horloges atomiques embarquées sur les satellites GPS, par exemple, doivent être constamment corrigées car elles avancent légèrement plus vite que les horloges au sol, en raison de la gravité terrestre plus faible à leur altitude. Autour de Thon 618, cet effet de dilatation temporelle atteint des proportions ahurissantes. Si tu pouvais, par un miracle de la technologie, te placer en orbite stable juste au-dessus de l'horizon des événements de ce trou noir monstrueux,
le temps s'écoulerait pour toi à un rythme extraordinairement ralenti par rapport au reste de l'univers. 1 heure, passée à cette proximité du trou noir, pourrait correspondre à des siècles, voire des millénaires dans le monde extérieur. Tu regarderais les étoiles naître, brûler leur combustible nucléaire et mourir en supernovae, le tout compressé en quelques instants de ton temps subjectif. Les galaxies tourneraient visiblement. Les civilisations pourraient apparaître et disparaître sur des mondes lointains. Et l'univers entier vieillirait à une vitesse vertigineuse, tandis que toi, tu flotterais dans une bulle temporelle presque figée. Bien sûr, une telle orbite serait physiquement impossible à maintenir. Les forces de marée te déchireraient bien avant que tu n'atteignes cette proximité. Les forces de marée, c'est le nom qu'on donne à la différence de gravité entre deux points séparés par une certaine distance. Sur Terre, c'est ce phénomène qui cause les marées océaniques, la Lune attirant l'eau du côté de la Terre qui lui fait face un peu plus fort que l'eau du côté opposé. Autour d'un trou noir supermassif comme Thon 618, les forces de marée deviennent apocalyptiques à mesure qu'on s'approche de l'horizon des événements. Un corps humain, ou n'importe quel objet matériel, serait étiré verticalement et comprimé horizontalement, un processus que les physiciens appellent poétiquement la spaghettification. Tu serais littéralement transformé en un fil de matière infiniment long et infiniment fin. Ton corps est tiré atome par atome vers la singularité centrale. Paradoxalement, plus un trou noir est massif, plus la zone où la spaghettification devient fatale est proche de l'horizon des événements. Pour un petit trou noir stellaire, tu serais déchiqueté bien avant d'atteindre l'horizon. Mais pour un monstre comme Thon 618, l'horizon des événements est si vaste que tu pourrais théoriquement le franchir sans ressentir immédiatement de force de marée destructrice. Tu ne saurais même pas que tu as passé le point de non-retour. Aucun panneau d'avertissement, aucune sensation particulière, juste le franchissement silencieux d'une frontière invisible au-delà de laquelle ton destin est scellé pour l'éternité. C'est peut-être l'aspect le plus troublant de ces objets. L'horizon des événements n'est pas une barrière physique, pas un mur ou une membrane. C'est simplement la limite géométrique au-delà de laquelle l'espace-temps est si courbé que toutes les trajectoires possibles mènent vers le centre. Tu franchirais cette limite sans même t'en rendre compte, et ce n'est qu'en essayant de revenir sur tes pas que tu découvrirais l'horrible vérité. Tu es piégé, condamné à tomber inexorablement vers la singularité, incapable d'envoyer le moindre signal vers l'extérieur pour avertir quiconque de ton sort. Mais revenons au phénomène visible autour de Thon 618, à ce que les astronomes peuvent réellement observer depuis leur poste d'observation à 10 milliards d'années-lumière de distance. Le quasar, cette source de lumière phénoménale, n'est pas simplement le disque d'accrétion lui-même. Une grande partie de sa luminosité provient de structures encore plus spectaculaires, les jets relativistes qui s'élancent depuis les pôles du trou noir. Ces jets sont des colonnes de matière et d'énergie qui jaillissent perpendiculairement au disque d'accrétion, s'étendant parfois sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Ils sont composés de particules accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, emportées par des champs magnétiques d'une intensité inimaginable. Le mécanisme exact qui produit ces jets n'est pas encore parfaitement compris, ce qui en dit long sur les limites de notre connaissance. Nous pensons que les champs magnétiques générés par le disque d'accrétion en rotation sont tordus et amplifiés par le mouvement du plasma, créant des lignes de force qui canalisent la matière vers les pôles et l'accélèrent vers l'extérieur. Mais les détails précis restent flous. Un mystère parmi tant d'autres que Thon 618 refuse de nous révéler. Ce que nous savons, c'est que ces jets transportent une quantité d'énergie absolument colossale. Un seul de ces jets pourrait contenir plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Cette énergie se dissipe lentement dans l'espace intergalactique, réchauffant le gaz environnant, empêchant parfois la formation de nouvelles étoiles sur des distances de millions d'années-lumière. C'est un point crucial que nous devons considérer. Thon 618 n'est pas simplement un objet isolé, un monstre solitaire qui dévore tranquillement tout ce qui passe à sa portée. C'est un acteur majeur de l'évolution galactique, une force qui façonne l'environnement cosmique sur des échelles véritablement stupéfiantes. Les astronomes ont découvert ces dernières décennies
que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies jouent comme un rôle fondamental dans l'évolution de leur galaxie hôte. Il existe une relation étroite entre la masse du trou noir central et les propriétés de la galaxie qui l'entoure, notamment la masse du bulbe galactique et la vitesse de dispersion des étoiles. Cette corrélation suggère que le trou noir et la galaxie coévoluent, s'influençant mutuellement au fil des milliards d'années. Quand le trou noir est actif, quand il dévore de grandes quantités de matière et brille comme un quasar, l'énergie qu'il libère peut avoir des effets dramatiques sur la galaxie environnante. Cette énergie peut chauffer le gaz interstellaire, le poussant vers l'extérieur et empêchant sa condensation en nouvelles étoiles. C'est ce qu'on appelle la rétroaction du noyau actif, un mécanisme qui pourrait expliquer pourquoi certaines galaxies massives ont cessé de former des étoiles il y a des milliards d'années. Dans le cas de Thon 618, cette rétroaction atteint des proportions inégalées. La quantité d'énergie déversée dans l'environnement galactique est si massive qu'elle pourrait affecter non seulement la galaxie hôte, mais aussi les galaxies voisines au sein du même amas. C'est comme si un incendie géant brûlait au centre d'une ville, assez puissant pour affecter le climat des villes environnantes. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble la galaxie qui héberge Thon 618. La lumière du quasar est si intense qu'elle noie complètement la lumière des étoiles environnantes, comme essayer de voir les détails d'un paysage en regardant directement le soleil. Mais nous pouvons faire des suppositions basées sur les relations statistiques que nous observons pour d'autres galaxies et leurs trous noirs centraux. Si ces relations s'appliquent à Thon 618, et c'est un grand si, car ce monstre est tellement exceptionnel qu'il pourrait très bien être un cas à part, alors la galaxie qui l'héberge devrait être absolument titanesque. Une galaxie elliptique géante peut-être, contenant des milliers de milliards d'étoiles, entourée d'un halo de matière noire encore plus massif. Une métropole cosmique à l'échelle de laquelle notre Voie lactée semblerait être un modeste village de campagne. Ou peut-être que Thon 618 défie également ces relations, comme il défie tant d'autres de nos attentes. Peut-être que sa masse démesurée est une anomalie même par rapport à sa galaxie hôte, le résultat de circonstances exceptionnelles que nous ne comprenons pas encore. C'est l'une des nombreuses questions ouvertes qui entourent cet objet fascinant. Laisse ton esprit vagabonder un instant vers cette galaxie lointaine, vers ce monde d'étoiles innombrables qui orbitent autour d'un cœur de ténèbres. Imagine les civilisations qui pourraient exister ou avoir existé sur les planètes de ces étoiles, si tant est que des planètes puissent se former et survivre dans un environnement aussi hostile. Que penseraient-elles de leur voisinage cosmique, de ce monstre qui domine le centre de leur galaxie ? Peut-être qu'elles ont développé une compréhension de la physique bien plus avancée que la nôtre, capable d'expliquer des phénomènes que nous ne pouvons que décrire sans vraiment comprendre. Ou peut-être qu'elles ont été balayées il y a des milliards d'années par un sursaut de rayonnement du quasar, leur histoire effacée avant même d'avoir vraiment commencé. Ces réflexions peuvent sembler spéculatives, presque fantaisistes, mais elles touchent à une vérité profonde sur notre place dans l'univers. Nous sommes des créatures minuscules sur une planète minuscule, orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Et quelque part là-bas, à une distance que nos cerveaux ne peuvent véritablement concevoir, existent des forces et des entités qui dépassent complètement notre échelle d'existence. Thon 618 est l'un de ces rappels cosmiques de notre insignifiance. Non pas une insignifiance déprimante, mais une insignifiance libératrice en quelque sorte. Nos problèmes quotidiens, nos soucis et nos angoisses semblent étrangement dérisoires quand on les compare aux forces titaniques qui sculptent l'univers. C'est peut-être pourquoi contempler les étoiles a toujours eu un effet apaisant sur l'âme humaine. Un rappel que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que nous-mêmes. Et maintenant, alors que tu continues à te détendre, à laisser ton corps s'enfoncer dans le confort de ton lit, je veux t'emmener plus loin encore dans les mystères de Thon 618. Je veux te parler de ce qui se passe au cœur même de ce monstre, dans les profondeurs insondables au-delà de l'horizon des événements. Là où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer, parce que c'est là, dans cette obscurité absolue, que se cachent les questions les plus profondes et les plus troublantes sur la nature de la réalité elle-même.
Partie 3. Au-delà de l'horizon des événements de Thon 618, dans cette région de l'espace-temps, d'où aucune information ne peut jamais nous parvenir, se cache l'un des plus grands mystères de la physique moderne, la singularité. Un point de densité infinie où toute la masse du trou noir, ces 66 milliards de soleils, serait concentrée dans un volume mathématiquement nul. Laisse cette idée flotter dans ton esprit un moment. Un volume nul. Pas un volume très petit, pas un volume microscopique, mais littéralement zéro, aucune dimension. Un point sans longueur, sans largeur, sans hauteur. Et pourtant, ce point contiendrait une masse équivalente à 66 milliards d'étoiles comme notre Soleil. La densité d'un tel objet serait donc infinie. La densité, rappelons-le, c'est la masse divisée par le volume. Quand tu divises n'importe quel nombre par zéro, le résultat est l'infini. C'est une opération mathématiquement interdite. Un signal d'alarme qui indique que quelque chose ne va pas dans nos équations. Et c'est précisément là que réside le problème. La singularité n'est probablement pas un objet physique réel. C'est plutôt une indication que notre théorie de la gravité, la relativité générale d'Einstein, cesse d'être valable dans ces conditions extrêmes. C'est comme si tu utilisais une carte routière pour naviguer et que tu arrivais au bord de la carte, là où le papier s'arrête. Ce n'est pas que le monde s'arrête à cet endroit, c'est simplement que ta carte n'est plus capable de le représenter. Les physiciens appellent cela une singularité de la théorie, un point où les équations produisent car des résultats absurdes, infinis, dénués de sens physique. C'est le signe qu'une nouvelle théorie est nécessaire, une théorie plus complète qui resterait valable même dans ces conditions extrêmes. Cette théorie tant recherchée, c'est ce qu'on appelle la gravité quantique, une fusion de la relativité générale qui décrit la gravité à grande échelle et de la mécanique quantique qui décrit le comportement de la matière à l'échelle subatomique. Ces deux théories sont les piliers de la physique moderne, extraordinairement précises dans leurs domaines respectifs, mais fondamentalement incompatibles l'une avec l'autre. La relativité générale décrit un espace-temps lisse, continu, courbé par la présence de masse et d'énergie. La mécanique quantique, en revanche, décrit un monde de fluctuations, d'incertitudes, où les particules n'ont pas de position ou de vitesse précise avant d'être mesurées, où l'énergie vient en paquets discrets appelés quanta, où le vide lui-même bouillonne d'activité avec des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Quand on essaie de combiner ces deux visions du monde, quand on essaie d'appliquer les principes quantiques à la gravité, les équations explosent en une infinité de termes infinis. Les calculs deviennent impossibles, les prédictions absurdes. C'est comme essayer de mélanger l'eau et l'huile, deux substances qui refusent obstinément de se combiner. Plusieurs approches ont été proposées pour résoudre ce problème. La théorie des cordes suggère que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes infiniment petites, et que l'espace-temps lui-même possède des dimensions supplémentaires enroulées sur elles-mêmes à des échelles microscopiques. La gravité quantique à boucle propose que l'espace-temps est quantifié, composé de grains discrets d'espace et de temps à l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres. Ces théories sont élégantes, mathématiquement sophistiquées et potentiellement révolutionnaires. Mais aucune d'entre elles n'a encore été confirmée par l'expérience. Nous n'avons pas les moyens technologiques d'explorer les échelles d'énergie où ces effets deviendraient observables. C'est frustrant, comme avoir une carte au trésor sans les outils pour creuser. Et c'est là que Thon 618 et les autres trous noirs supermassifs deviennent extraordinairement précieux pour la science. Ils sont des laboratoires naturels de physique extrême, des endroits où les conditions sont si violentes que les effets de la gravité quantique pourraient potentiellement devenir significatifs. Si nous pouvions observer ce qui se passe vraiment près de la singularité, nous pourrions peut-être distinguer entre les différentes théories candidates. Malheureusement, l'horizon des événements nous en empêche. Par définition, aucune information ne peut s'échapper de l'intérieur d'un trou noir. Tout ce qui franchit cette frontière invisible est perdu pour l'univers extérieur, incapable de nous envoyer le moindre signal, le moindre photon, la moindre particule qui pourrait nous renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur. Ou peut-être pas tout à fait. En 1974, le physicien britannique Stephen Hawking a fait une découverte théorique stupéfiante.
En appliquant les principes de la mécanique quantique au voisinage de l'horizon des événements, il a montré que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent un faible rayonnement thermique, aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement provient des fluctuations quantiques du vide près de l'horizon des événements. Dans le vide quantique, des paires de particules virtuelles apparaissent constamment. Une particule et son antiparticule surgissant du néant avant de s'annihiler mutuellement une fraction de seconde plus tard. Normalement, ce processus est invisible, car les particules disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Mais près de l'horizon des événements, quelque chose d'étrange peut se produire. Une des deux particules peut tomber dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe vers l'extérieur. La particule qui s'échappe devient alors réelle, observable, et emporte avec elle une petite quantité d'énergie. Cette énergie doit venir de quelque part, et elle vient du trou noir lui-même, réduisant légèrement sa masse. Ainsi, contrairement à l'intuition, les trous noirs s'évaporent lentement. Ils perdent de la masse par rayonnement de Hawking, devenant de plus en plus petits au fil du temps, jusqu'à éventuellement disparaître complètement dans une ultime bouffée de rayonnement. Mais avant que tu n'imagines Tourne 618 en train de s'évaporer sous tes yeux, laisse-moi te rassurer, ou peut-être t'inquiéter davantage selon ta perspective. Le taux d'évaporation d'un trou noir est inversement proportionnel au carré de sa masse. Plus un trou noir est massif, plus il rayonne faiblement, et plus il met de temps à s'évaporer. Pour un trou noir stellaire de quelques masses solaires, le temps d'évaporation serait déjà astronomiquement long, environ 10 puissance 67 années. C'est un nombre tellement gigantesque qu'il dépasse toute tentative de visualisation. L'univers actuel n'a que 14 milliards d'années, soit 10 puissance 10 années environ. Le temps d'évaporation d'un petit trou noir est donc incomparablement plus long que l'âge actuel de l'univers. Pour Tourne 618, avec ses 66 milliards de masses solaires, le temps d'évaporation est encore plus vertigineux. Les calculs donnent quelque chose comme 10 puissance 100 années, peut-être davantage. C'est un nombre qui n'a même pas de nom dans le langage courant, un gouffre temporel si vaste que les concepts de passé et de futur deviennent presque dénués de sens. Et pourtant, même ce nombre titanesque n'est pas l'infini. Finalement, dans un futur si lointain que l'univers tel que nous le connaissons aura depuis longtemps cessé d'exister, Tourne 618 s'évaporera. Ces 66 milliards de masses solaires seront lentement convertis en un rayonnement fantôme, dispersé dans un cosmos froid et vide. Cette perspective soulève une question profonde et troublante, connue sous le nom de paradoxe de l'information du trou noir. Quand quelque chose tombe dans un trou noir, toute l'information qui le décrit semble être perdue. La couleur de tes yeux, la mélodie de ta chanson préférée, le contenu de tes pensées, tout cela serait effacé, remplacé par les 3 seules propriétés qu'un trou noir peut posséder selon la théorie classique: sa masse, sa charge électrique et son moment angulaire de rotation. Mais la mécanique quantique insiste sur le fait que l'information ne peut jamais être véritablement détruite. C'est l'un de ces principes fondamentaux, appelé l'unitarité. L'évolution temporelle d'un système quantique doit toujours être réversible en principe, ce qui signifie que l'information sur l'état initial doit toujours être préservée d'une manière ou d'une autre. Alors que devient l'information quand elle tombe dans un trou noir? Est-elle vraiment détruite, violant les principes de la mécanique quantique? Est-elle d'une certaine manière encodée dans le rayonnement de Hawking, permettant théoriquement de la récupérer après l'évaporation complète du trou noir? Ou est-elle préservée d'une autre façon que nous ne comprenons pas encore? Ce paradoxe a tourmenté les physiciens pendant des décennies. Hawking lui-même a d'abord défendu l'idée que l'information était véritablement détruite, mais il a changé d'avis vers la fin de sa vie, concédant que l'information devait d'une certaine manière être préservée. La question de comment reste largement ouverte. Certaines théories récentes suggèrent que l'horizon des événements n'est pas aussi définitif qu'on le pensait. Peut-être que l'information est encodée sur la surface de l'horizon sous forme d'un hologramme quantique, une idée connue sous le nom de principe holographique. Selon cette vision, tout ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir serait entièrement décrit par des informations stockées sur sa surface bidimensionnelle, un peu comme un hologramme tridimensionnel est encodé sur une surface plane.
Cette idée, aussi étrange qu'elle puisse paraître, a des implications profondes pour notre compréhension de l'espace et du temps. Elle suggère que notre univers tridimensionnel tout entier pourrait être une projection holographique d'informations stockées sur une surface bidimensionnelle à ses confins. La réalité que nous percevons, les étoiles, les galaxies, les planètes, nos propres corps, tout cela ne serait qu'une sorte d'illusion émergente, une ombre projetée par une réalité plus fondamentale à laquelle nous n'avons pas accès direct. C'est une idée vertigineuse, presque mystique, mais elle est prise très au sérieux par de nombreux physiciens théoriciens. Et les trous noirs comme Thon 618 sont au cœur de cette réflexion, car c'est en étudiant leurs propriétés thermodynamiques que ces idées ont émergé. Mais laissons de côté pour l'instant ces spéculations théoriques et revenons à quelque chose de plus concret, bien que tout aussi troublant. Parlons de ce que Thon 618 fait réellement à son environnement, de la violence qu'il inflige à l'espace et à la matière qui l'entoure. Car si l'intérieur du trou noir reste à jamais hors de notre portée, ses effets sur l'extérieur sont bien réels et observables, et ces effets sont absolument dévastateurs. Quand une étoile s'aventure trop près de Thon 618, elle subit ce qu'on appelle un événement de disruption par effet de marée. Les forces gravitationnelles différentielles, plus fortes du côté proche du trou noir que du côté éloigné, commencent à étirer l'étoile, à la déformer, à la déchirer. C'est comme si une main géante invisible saisissait l'étoile et la tordait, la compressant dans une direction tout en l'étirant dans une autre. L'étoile, qui était peut-être semblable à notre Soleil, une sphère stable de gaz brûlant ayant peut-être abrité des planètes et peut-être même de la vie, est transformée en un ruban de matière incandescente. Ce ruban spirale vers le trou noir, s'enroulant autour de lui dans une danse de mort qui dure des mois, voire des années. La matière de l'étoile rejoint le disque d'accrétion, s'échauffant à des millions de degrés, émettant un dernier cri de lumière avant de franchir l'horizon des événements et de disparaître à jamais. Ces événements de disruption par effet de marée sont observés régulièrement par les astronomes. Ils se manifestent comme des flashs de lumière soudains dans des galaxies lointaines, des sursauts qui s'allument sur quelques semaines, puis s'estompent lentement sur plusieurs mois. Chaque flash représente la mort d'une étoile, la destruction d'un système solaire potentiel, l'effacement d'un monde qui aurait pu être. Pour Thon 618, nous n'avons pas observé directement de tels événements. La distance est trop grande et la lumière du quasar trop intense pour distinguer ces variations relativement subtiles. Mais nous savons qu'ils se produisent, statistiquement inévitables, étant donné le nombre d'étoiles dans la galaxie haute et la taille monstrueuse du trou noir. Et puis, il y a les collisions entre trous noirs eux-mêmes, des événements d'une violence presque incompréhensible. Quand deux galaxies entrent en collision, leurs trous noirs supermassifs, centraux, finissent par se rencontrer. Ils commencent par orbiter l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement au fil des millions d'années, perdant de l'énergie orbitale par émission d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein il y a plus d'un siècle et détectées pour la première fois en 2015, sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Quand des masses accélèrent, elles créent des perturbations qui se propagent à la vitesse de la lumière, étirant et comprimant l'espace sur leur passage. Pour deux trous noirs supermassifs en train de spiraler l'un vers l'autre, l'émission d'ondes gravitationnelles devient de plus en plus intense à mesure qu'ils se rapprochent. Dans les dernières fractions de seconde avant la fusion, la puissance émise sous forme d'ondes gravitationnelles dépasse la luminosité combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. Laisse cette idée pénétrer ton esprit. Plus de lumière, ou plutôt plus d'énergie sous une forme différente, que toutes les étoiles de l'univers réunies. Pendant une fraction de seconde, deux trous noirs en collision deviennent la source d'énergie la plus puissante de tout le cosmos. Et puis, ils fusionnent. Deux horizons des événements se touchent, se déforment, s'unissent en un seul horizon plus grand. Le trou noir résultant vibre, oscillant comme une cloche cosmique, émettant les dernières ondes gravitationnelles avant de se stabiliser dans une forme sphérique parfaite. C'est terminé. Là où il y avait deux entités séparées, il n'y en a plus qu'une, plus massive, plus puissante, plus vorace. Thon 618, avec sa masse de 66 milliards de soleils,
a très probablement grandi en partie par de telles fusions. Des trous noirs plus petits, certains peut-être déjà supermassifs, ont été avalés au fil des milliards d'années, additionnant leur masse pour créer ce titan que nous observons aujourd'hui. Chaque fusion était un cataclysme à l'échelle galactique, un événement qui aurait secoué l'espace-temps lui-même sur des millions d'années-lumière à la ronde. Et ce processus n'est pas terminé. Là-bas, à 10 milliards d'années-lumière, Ton 618 continue de croître, de dévorer, de s'étendre. Chaque étoile qui s'aventure trop près, chaque nuage de gaz qui tombe dans son attraction, chaque trou noir plus petit qui fusionne avec lui ajoute à sa masse, le rendant encore plus monstrueux, encore plus dominant. La question se pose alors, jusqu'où peut-il grandir ? Y a-t-il une limite supérieure à la masse d'un trou noir, un point au-delà duquel la croissance devient impossible ? Théoriquement, il ne semble pas y avoir de limite fondamentale. Rien dans les équations de la relativité générale n'interdit l'existence de trous noirs arbitrairement massifs. Mais pratiquement, la croissance est limitée par la disponibilité de nourriture. Un trou noir ne peut grandir que s'il y a de la matière à dévorer dans son voisinage. Dans l'univers actuel, la plupart des trous noirs supermassifs ont cessé de croître activement. Ils ont nettoyé leur voisinage, dévoré tout ce qui était à portée et attendent maintenant passivement dans l'obscurité. Ton 618, quand nous le voyons tel qu'il était il y a 10 milliards d'années, était probablement encore en pleine phase de croissance active, d'où sa luminosité de quasar. Mais aujourd'hui, dans le présent cosmique, Ton 618 a peut-être lui aussi cessé de briller. Peut-être est-il devenu un fantôme silencieux, un monstre endormi au cœur d'une galaxie calme. Nous ne le saurons que dans 10 milliards d'années, quand la lumière émise aujourd'hui nous parviendra enfin. Cette pensée est étrangement mélancolique. L'objet que nous observons n'existe plus sous cette forme. Nous regardons un fantôme, une image figée dans le temps, une carte postale vieille de 10 milliards d'années. Le vrai Ton 618, celui qui existe en ce moment même dans l'univers présent, nous est à jamais inconnu, séparé de nous par un gouffre de temps et d'espace que rien ne peut franchir. Cette idée de regarder le passé en observant les objets lointains est l'une des réalités les plus poétiques et les plus troublantes de l'astronomie. Quand tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, tu ne vois jamais le présent, tu vois toujours le passé, figé dans la lumière qui a voyagé jusqu'à tes yeux. La lune que tu observes est la lune d'il y a 1 seconde et demie environ. Le temps que sa lumière réfléchie traverse les 380 000 km qui nous séparent par d'elle. Le soleil que tu aperçois passer au coucher est le soleil d'il y a 8 minutes, car c'est le temps nécessaire à la lumière pour parcourir les 150 millions de kilomètres de distance. Pour les étoiles les plus proches, le décalage temporel se mesure en années. Proxima du Centaure, notre plus proche voisine stellaire, nous apparaît telle qu'elle était il y a 4 ans et quelques mois. Si elle explosait en ce moment précis, nous ne le saurions que dans 4 ans. Pour les galaxies, le décalage devient vertigineux. La galaxie d'Andromède, notre grande voisine galactique, est visible telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. À cette époque, sur Terre, nos ancêtres australopithèques commençaient à peine à tailler des outils de pierre. Quand la lumière que nous recevons ce soir a quitté Andromède, l'humanité n'existait pas encore. Et pour Ton 618, le gouffre temporel atteint des proportions qui défient l'imagination. 10,4 milliards d'années. Quand la lumière que nous captons aujourd'hui a commencé son voyage, notre Soleil n'existait pas. La Terre n'existait pas. Notre système solaire tout entier n'était qu'un nuage diffus de gaz et de poussière, encore des milliards d'années avant de commencer sa lente condensation. L'univers lui-même était jeune à cette époque, à peine 3 milliards d'années depuis le Big Bang. Les galaxies étaient plus petites, plus chaotiques, plus violentes. Les collisions galactiques étaient plus fréquentes. Les trous noirs supermassifs grandissaient à un rythme effréné, se nourrissant du gaz primordial encore abondant dans le cosmos. C'est cet univers jeune et turbulent que nous observons quand nous regardons Ton 618. Un univers radicalement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un univers où la formation stellaire battait son plein,
où les quasars illuminèrent le cosmos comme des phares dans la nuit, où les forces les plus violentes de la nature étaient déchaînées à une échelle que le cosmos actuel a largement oubliée. Et c'est là que surgit une question fascinante et légèrement inquiétante. Que nous révèle TON 618 sur le futur de l'univers? Si nous pouvons regarder le passé en observant les objets lointains, pouvons-nous également déduire quelque chose sur l'avenir en comprenant comment ces monstres cosmiques évoluent? La réponse, malheureusement, n'est pas très réjouissante pour quiconque espère un cosmos éternellement vivant et lumineux. Les cosmologistes ont longuement étudié le destin ultime de l'univers, et leurs conclusions sont aussi fascinantes que mélancoliques. L'univers tel que nous le connaissons, avec ses étoiles brillantes, ses galaxies tournoyantes, ses planètes habitables, n'est qu'une phase transitoire dans une histoire cosmique infiniment plus longue. Actuellement, l'univers est encore jeune. À 14 milliards d'années, il est dans sa prime jeunesse cosmique si l'on considère les échelles de temps qui s'étendent devant lui. Les étoiles continuent de naître dans les nébuleuses, alimentées par l'hydrogène primordial qui n'a pas encore été entièrement consommé. Notre Soleil brûlera encore pendant 5 milliards d'années environ, avant de gonfler en géante rouge et de mourir paisiblement en naine blanche. Mais cette époque de création stellaire ne durera pas éternellement. L'hydrogène, le combustible fondamental des étoiles, est une ressource finie. Certes, les réserves sont immenses à l'échelle humaine, mais pas infinies. Dans quelques centaines de milliards d'années, peut-être 1 billion d'années, la formation de nouvelles étoiles cessera. Les dernières étoiles nées consumeront lentement leur combustible et s'éteindront une par une. Imagine un univers où aucune nouvelle étoile ne naît plus. Les galaxies deviennent progressivement plus sombres à mesure que leurs étoiles meurent. D'abord les étoiles massives, qui brûlent vite et brillamment, explosent en supernovas ou s'effondrent en trous noirs. Puis les étoiles moyennes, comme notre Soleil, qui se transforment en naines blanches, des braises cosmiques qui refroidissent lentement sur des milliards d'années. Et finalement, les naines rouges, ces petites étoiles économes, qui peuvent brûler pendant des billions d'années, mais qui finiront elles aussi par s'éteindre. Dans ce futur lointain, les galaxies seront peuplées de cadavres stellaires, des naines blanches, froides et cristallisées, des étoiles à neutrons silencieuses, des trous noirs stellaires affamés, et au centre de chaque galaxie, toujours présents, toujours patients, les trous noirs supermassifs comme TON 618. Ces monstres seront les derniers survivants de l'ère stellaire. Ils ne brillent pas par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de combustible nucléaire pour exister. Ils sont simplement là, des déformations permanentes dans le tissu de l'espace-temps, attendant dans l'obscurité. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels, comme nous l'avons vu avec le rayonnement de Hawking. Sur des échelles de temps qui défient toute compréhension, ces titans s'évaporeront lentement, convertissant leur masse en un rayonnement fantôme qui se dispersera dans un univers vide et froid. Les physiciens ont essayé de calculer à quoi ressemblera l'univers à ces époques lointaines, et les résultats sont presque surréalistes dans leur étrangeté. Après environ 10 puissance 40 années, soit un nombre suivi de 40 zéros, les naines blanches et les étoiles à neutrons auront elles-mêmes commencé à se désintégrer. La matière ordinaire, les protons et les neutrons qui composent tout ce que nous connaissons, pourraient être instables sur ces échelles de temps titanesques. Les théories de grande unification suggèrent que les protons finissent par se désintégrer, se transformant en particules plus légères et en rayonnement. Si c'est le cas, alors même les cadavres stellaires finiront par s'évaporer, se dispersant en un brouillard de particules subatomiques et de photons. Les trous noirs resteraient les seuls objets structurés dans un univers de plus en plus dilué. Et puis, sur des échelles de temps encore plus vertigineuses, les trous noirs eux-mêmes disparaîtront. D'abord les plus petits, les trous noirs stellaires, qui s'évaporeront en quelques 10 puissance 67 années. Puis les trous noirs supermassifs plus modestes, ceux qui ne pèsent que quelques millions de masses solaires. Et finalement, les géants comme TON 618, les derniers titans de l'univers, qui persisteront jusqu'à environ 10 puissance 100 années avant de s'évaporer dans un ultime soupir de rayonnement de Hawking. 10 puissance 100 années. Ce nombre est si grand qu'il n'existe aucune analogie capable de le rendre compréhensible. Si tu essayais de l'écrire en chiffres,
avec un 0 par seconde, il te faudrait plus de 3 fois l'âge actuel de l'univers pour terminer. C'est un gouffre temporel qui rend notre existence entière. L'histoire de l'humanité, l'histoire de la vie sur Terre, l'histoire même de notre Soleil, totalement négligeable en comparaison. Et après l'évaporation du dernier trou noir, que restera-t-il? Les cosmologistes appellent cette époque le désert photonique ou parfois la mort thermique de l'univers. C'est un état où toute l'énergie utilisable a été dissipée, où la température de l'univers est uniformément proche du zéro absolu, où plus rien ne peut se produire parce qu'il n'y a plus de gradient d'énergie pour alimenter le moindre processus. L'univers à cette époque sera un vide presque parfait, incroyablement dilué par des éons d'expansion cosmique, quelques photons errants, quelques électrons et positrons isolés, séparés par des distances inimaginables, dérivant pour l'éternité dans un espace froid et silencieux. C'est une vision qui peut sembler profondément déprimante, un futur de solitude cosmique absolue où toute structure, toute complexité, toute possibilité de vie aura depuis longtemps disparu. Mais il y a une autre manière de voir les choses, une perspective qui peut apporter une forme étrange de réconfort. Nous vivons maintenant. Nous existons dans cette fenêtre étroite de l'histoire cosmique où les étoiles brillent, où les planètes peuvent abriter la vie, où des êtres conscients peuvent lever les yeux vers le ciel et s'émerveiller devant la beauté et la terreur de l'univers. Cette époque ne durera pas éternellement, mais elle est réelle, et nous en faisons partie. Ton 618, dans toute sa monstruosité, dans toute son incompréhensible immensité, nous rappelle à quel point notre existence est précieuse et improbable. Nous sommes faits d'atomes forgés dans des étoiles mortes, organisées par des milliards d'années d'évolution en des structures capables de contempler le cosmos qui les a créées. C'est un privilège extraordinaire, une fenêtre de conscience dans un univers largement inconscient. Laisse cette pensée t'accompagner, tandis que tu te détends davantage, que ta respiration devient plus lente et plus profonde. Tu fais partie de l'univers. Pas un observateur séparé, pas un spectateur étranger, mais une manifestation locale de la matière cosmique devenue consciente d'elle-même. Les atomes de ton corps ont voyagé pendant des milliards d'années pour arriver jusqu'ici, jusqu'à toi, jusqu'à ce moment précis où tu écoutes ces mots dans l'obscurité apaisante de la nuit. Mais revenons à ton 618 et aux mystères qui l'entourent encore. Car malgré tout ce que nous avons dit, malgré les chiffres vertigineux et les théories sophistiquées, il reste tant de choses que nous ne comprenons pas. L'un des mystères les plus persistants concerne la relation entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il existe une corrélation étonnante entre la masse du trou noir central et les propriétés de la galaxie qui l'entoure. Les galaxies plus massives ont tendance à abriter des trous noirs plus massifs, et vice-versa. Cette corrélation est troublante, parce qu'elle n'a aucune raison évidente d'exister. Le trou noir central, aussi énorme soit-il, ne représente typiquement que quelques dixièmes de % de la masse totale de la galaxie. Son influence gravitationnelle directe ne s'étend que sur une petite région autour du centre galactique. Alors, comment peut-il y avoir une connexion aussi étroite entre les propriétés du trou noir et celles de la galaxie entière? La réponse semble résider dans la rétroaction, ce processus par lequel l'énergie libérée par le trou noir en croissance affecte l'environnement galactique à grande échelle. Quand le trou noir se nourrit activement et brille comme un quasar, l'énergie qu'il émet peut chauffer le gaz de la galaxie, le repousser vers l'extérieur et ainsi réguler la formation de nouvelles étoiles et la croissance du trou noir lui-même. C'est un système d'autorégulation cosmique, un thermostat galactique d'une élégance remarquable. Si le trou noir grandit trop vite, il émet tellement d'énergie qu'il repousse sa propre nourriture et freine sa croissance. Si la galaxie forme trop d'étoiles et produit trop de gaz, ce gaz finit par tomber vers le centre et nourrir le trou noir, qui s'active et ralentit la formation stellaire. Ce mécanisme de rétroaction est maintenant largement accepté par les astronomes, mais les détails restent flous. Comment exactement l'énergie du quasar se couple-t-elle au gaz galactique? Quelle fraction de l'énergie émise est réellement absorbée par le milieu interstellaire? Comment ce processus varie-t-il en fonction de la masse de la galaxie, de sa morphologie
de son environnement, TON 618, en tant qu'exemple extrême de quasar ultralumineux, devrait être un laboratoire idéal pour étudier ces questions. Mais la distance qui nous sépare de lui rend les observations détaillées presque impossibles. Nous pouvons mesurer sa luminosité totale, estimer la masse du trou noir, mais nous ne pouvons pas voir les détails fins de la galaxie haute, cartographier les flux de gaz ou observer directement les jets relativistes en interaction avec le milieu environnant. C'est une frustration constante pour les astronomes. Les objets les plus extrêmes, les plus fascinants, les plus riches en enseignements potentiels sont souvent aussi les plus lointains et les plus difficiles à observer. TON 618 garde jalousement ses secrets, nous offrant tout juste assez d'informations pour alimenter notre curiosité sans jamais vraiment la satisfaire. Et puis, il y a la question de l'unicité de TON 618. Est-ce véritablement le trou noir le plus massif de l'univers ou simplement le plus massif que nous ayons découvert jusqu'à présent? La réponse honnête est que nous ne savons pas. L'univers observable contient des centaines de milliards de galaxies, chacune abritant probablement un trou noir supermassif en son centre. Nous n'avons étudié en détail qu'une infime fraction de ces galaxies. Et même pour celles que nous avons étudiées, les mesures de masse des trous noirs centraux sont souvent imprécises ou inexistantes. Il est tout à fait possible, voire probable, qu'il existe quelque part dans le cosmos un trou noir encore plus massif que TON 618, peut-être beaucoup plus massif, peut-être 100 milliards de masses solaires, peut-être davantage. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de le savoir avec certitude. Cette ignorance est à la fois humiliante et excitante. Humiliante parce qu'elle nous rappelle à quel point notre connaissance de l'univers reste fragmentaire malgré des siècles de progrès scientifiques. Excitante parce qu'elle signifie qu'il reste tant de découvertes à faire, tant de merveilles à révéler, tant de mystères à résoudre. Les prochaines générations de télescopes, terrestres et spatiaux, promettent des avancées spectaculaires dans ce domaine. Le télescope spatial James Webb, lancé récemment, est déjà en train de révolutionner notre compréhension de l'univers lointain, observant des galaxies et des quasars qui existaient moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Les futurs télescopes au sol, avec leurs miroirs géants de 30 ou 40 mètres de diamètre, offriront une résolution sans précédent, permettant d'étudier en détail des objets qui ne sont aujourd'hui que des points flous. Peut-être que dans quelques décennies, TON 618 ne sera plus le champion incontesté des trous noirs supermassifs. Peut-être qu'un nouveau titan sera découvert, encore plus monstrueux, encore plus défiant pour nos théories. Ou peut-être que TON 618 conservera sa couronne, confirmant qu'il représente vraiment une limite extrême de ce que l'univers peut produire. Quelle que soit l'issue, le voyage de découverte continue, porté par la curiosité insatiable de l'esprit humain et par le désir profond de comprendre notre place dans ce cosmos immense et mystérieux. Et tandis que tu continues à te détendre, à laisser les tensions de la journée s'évaporer dans la nuit, je veux t'emmener encore plus loin dans la réflexion. Je veux te parler de ce que TON 618 signifie pour nous. Non pas en tant qu'objet astronomique, mais en tant que symbole, en tant que miroir de nos propres questionnements sur l'existence, la conscience et le sens de la vie dans un univers apparemment indifférent. Parce que contempler ces abîmes cosmiques, ces forces titaniques qui dépassent toute mesure humaine, c'est aussi se confronter à des questions philosophiques qui hantent l'humanité depuis l'aube de la conscience. Quand les premiers humains ont levé les yeux vers le ciel nocturne, il y a des dizaines de milliers d'années, ils ont vu les mêmes étoiles que nous voyons aujourd'hui. Pas exactement les mêmes, bien sûr, car les étoiles se déplacent lentement et les constellations changent imperceptiblement au fil des millénaires. Mais fondamentalement, le même spectacle. Un dôme de lumière scintillante sur un fond d'obscurité infinie. Ces premiers observateurs ne pouvaient pas savoir ce qu'ils regardaient. Ils ne connaissaient pas la nature des étoiles, ces soleils lointains brûlant par fusion nucléaire. Ils ne comprenaient pas les distances qui les séparaient de ces points lumineux, des gouffres d'espace vide que même notre imagination moderne peine à concevoir. Et ils ne soupçonnaient certainement pas l'existence de trous noirs supermassifs, ces monstres invisibles tapis au cœur des galaxies. Pourtant,
Quelque chose en eux répondait à ce spectacle. Une émotion profonde, difficile à nommer, mélange de crainte et d'émerveillement, de curiosité et d'humilité. Les psychologues modernes appellent parfois cela le sentiment du sublime. Cette expérience particulière que nous ressentons face à quelque chose qui dépasse notre capacité de compréhension. Quelque chose de si vaste, de si puissant, que notre ego se dissout momentanément dans la contemplation. Ton 618 incarne ce sublime d'une manière presque parfaite. C'est un objet qui défie toute tentative de visualisation mentale. Un gouffre d'une immensité si grotesque que les mots eux-mêmes semblent inadéquats pour le décrire. Quand nous parlons de 66 milliards de masses solaires, nous prononçons des sons qui ne correspondent à rien dans notre expérience quotidienne. C'est un peu comme essayer de comprendre l'infini en comptant jusqu'à 1000 et en imaginant que ça continue. Et pourtant, malgré cette impossibilité de véritablement comprendre, nous continuons d'essayer. C'est peut-être ce qui définit le mieux l'entreprise scientifique et plus largement la condition humaine elle-même. Nous sommes des créatures finies cherchant à comprendre l'infini, des êtres éphémères essayant de saisir l'éternel, des consciences locales tentant d'embrasser le cosmos dans son ensemble. Cette quête est-elle vouée à l'échec ? Peut-être, si l'on définit le succès comme une compréhension complète et définitive. L'univers sera toujours plus vaste, plus complexe, plus mystérieux que notre capacité à le comprendre. Chaque réponse que nous trouvons soulève de nouvelles questions. Chaque horizon que nous atteignons révèle des horizons plus lointains encore. Mais si l'on définit le succès différemment, comme le voyage lui-même plutôt que la destination, comme l'expansion progressive de notre compréhension plutôt que son achèvement, alors la quête est magnifiquement fructueuse. Nous en savons incomparablement plus sur l'univers que nos ancêtres préhistoriques. Nous comprenons la fusion nucléaire des étoiles, la courbure de l'espace-temps, les fluctuations quantiques du vide. Nous avons photographié des trous noirs, détecté des ondes gravitationnelles, reconstitué l'histoire du cosmos depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. C'est un exploit stupéfiant pour une espèce de primate qui a évolué pour cueillir des fruits et éviter les prédateurs dans les savanes africaines. Nos cerveaux n'ont pas été conçus pour comprendre la relativité ou la mécanique quantique. Ces concepts sont profondément contre-intuitifs, violant notre sens commun, forgé par des millions d'années d'évolution dans un environnement très différent. Et pourtant, nous y arrivons. Laborieusement, collectivement, génération après génération, nous construisons une image de plus en plus précise de la réalité. C'est peut-être le miracle le plus étonnant de tous. Plus étonnant même que l'existence de Tom 618. Le fait que l'univers ait produit des créatures capables de le contempler et de commencer à le comprendre. Certains philosophes ont vu dans cette capacité un argument en faveur d'un dessein cosmique, une preuve que l'univers a été créé pour être compris, que la conscience est inscrite dans le tissu même de la réalité. D'autres y voient simplement le résultat d'un processus évolutif sans but, où la conscience a émergé comme un sous-produit accidentel de la complexification de la matière. La science, en elle-même, ne peut pas trancher ce débat. Elle peut nous dire comment fonctionne l'univers, mais pas pourquoi il existe ou s'il a un but. Ces questions appartiennent au domaine de la philosophie, de la spiritualité, de la réflexion personnelle. Chacun doit y répondre pour lui-même, en fonction de ses expériences, de ses intuitions, de ses besoins existentiels. Mais ce que la science peut nous offrir, c'est un sentiment d'appartenance. Quand tu regardes ton 618, quand tu contemples ce monstre cosmique à 10 milliards d'années-lumière, tu regardes quelque chose qui fait partie du même univers que toi. Les mêmes lois physiques qui régissent ton corps, qui font battre ton cœur et circuler ton sang, régissent également ce titan lointain. La gravité qui te maintient sur Terre est la même force qui courbe l'espace-temps autour de ton 618. Les atomes qui composent tes cellules sont faits des mêmes particules fondamentales que les atomes qui tombent dans ce trou noir. Tu es connecté à tout cela, non pas par une mystique vague, mais par les lois fondamentales de la physique. Tu es littéralement fait de la même étoffe que les étoiles et les galaxies, les quasars et les trous noirs. Comme l'a magnifiquement dit l'astronome Carl Sagan, nous sommes faits de poussière d'étoiles contemplant les étoiles.
Et cette connexion s'étend non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les atomes de ton corps ont une histoire qui remonte au Big Bang lui-même. L'hydrogène de l'eau que tu bois, environ 60% de ton corps en masse, a été créé dans les premières minutes après la naissance de l'univers, il y a 14 milliards d'années. C'est le même hydrogène qui alimente les étoiles, qui forme les nébuleuses, qui tombent dans les trous noirs. Tu portes en toi l'histoire du cosmos. Chaque souffle que tu prends contient des atomes qui ont peut-être fait partie d'une étoile lointaine, d'un nuage interstellaire, d'une planète aujourd'hui disparue. La matière circule à travers l'univers, se réorganisant sans cesse en de nouvelles formes. Et pendant un bref instant cosmique, une partie de cette matière est organisée sous la forme de toi, une conscience capable de réfléchir à tout cela. Cette perspective peut sembler diminuer notre importance. Nous ne sommes pas le centre de l'univers, pas le but de la création, pas les êtres spéciaux autour desquels tout le reste tourne. Nous sommes une manifestation parmi d'autres de la créativité cosmique, un arrangement temporaire de matière et d'énergie sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire. Mais cette perspective peut aussi être vue comme profondément libératrice. Si nous ne sommes pas le centre de l'univers, alors nous n'avons pas le poids de cette responsabilité sur nos épaules. Nous sommes libres de vivre nos vies, de chercher notre propre sens, de créer notre propre beauté, sans avoir à répondre à un plan cosmique préétabli. Et il y a une forme de majesté dans notre insignifiance même. Le fait que l'univers n'ait pas été créé pour nous et que nous existions quand même est peut-être plus miraculeux que si nous avions été le but intentionnel de la création. Nous sommes des improbabilités statistiques, des fluctuations de complexité dans un cosmos qui tend vers le désordre, des îlots de sens dans un océan apparemment dénué de sens. Cette réflexion nous ramène à Thon 618 et à ce qu'il représente. Ce trou noir monstrueux est l'antithèse de la vie, de la complexité, de l'ordre. C'est un destructeur ultime, un simplificateur cosmique qui réduit toute la richesse et la diversité de la matière à 3 nombres, masse, charge, moment angulaire. Les étoiles qui tombent en lui perdent leur individualité, leurs caractéristiques uniques, leur histoire. Elles deviennent simplement une addition à la masse du monstre, indistinguable de toute la matière qui les a précédées. C'est peut-être pour cela que les trous noirs exercent une telle fascination sur nous. Ils représentent quelque chose comme la mort ultime, l'effacement total, la fin de toute possibilité. Face à eux, nos peurs ordinaires de la mort semblent presque mesquines. Mourir sur Terre, c'est simplement se transformer, retourner à la nature, alimenter de nouvelles formes de vie. Mourir dans un trou noir, c'est disparaître véritablement, être soustrait de l'univers lui-même. Et pourtant, même cette disparition n'est peut-être pas aussi définitive qu'elle le paraît. Si le principe holographique est correct, si l'information est véritablement encodée sur la surface de l'horizon des événements, alors rien n'est véritablement perdu. Tout ce qui tombe dans le trou noir laisse une trace, une empreinte quantique sur la frontière du néant, préservée pour une éternité jusqu'à l'évaporation finale du trou noir. C'est une pensée étrangement réconfortante. Même Thon 618, le destructeur ultime, ne peut pas véritablement effacer. Il archive, il encode, il préserve à sa manière. L'univers, semble-t-il, est réticent à oublier quoi que ce soit. Mais laissons ces spéculations philosophiques et revenons aux faits, aux observations, aux mystères concrets qui entourent encore Thon 618 et les autres trous noirs supermassifs de l'univers. L'un des développements les plus excitants de ces dernières années dans l'étude des trous noirs est la détection directe des ondes gravitationnelles. En septembre 2015, les détecteurs LIGO aux États-Unis ont capté pour la première fois les ondes émises par la fusion de 2 trous noirs stellaires à plus d'1 milliard d'années-lumière. C'était une confirmation spectaculaire d'une prédiction faite par Einstein un siècle plus tôt, et cela ouvrait une nouvelle fenêtre sur l'univers. Depuis lors, des dizaines de fusions de trous noirs ont été détectées, ainsi que des fusions d'étoiles à neutrons et des événements mixtes. Chaque détection nous apprend quelque chose de nouveau sur la population de trous noirs dans l'univers, leur masse, leur spin, leur distribution. Mais les trous noirs supermassifs comme Thon 618
sont hors de portée des détecteurs actuels. Les ondes gravitationnelles qu'ils émettent lors de fusion ont des fréquences beaucoup trop basses pour LIGO ou Virgo, de l'ordre de milliardièmes de Hertz au lieu de dizaines ou centaines de Hertz. Détecter ces ondes nécessiterait un détecteur d'une taille complètement différente, avec des bras de plusieurs millions de kilomètres au lieu de quelques kilomètres. C'est exactement ce que la mission LISA, prévue pour les années 2030, se propose de faire. LISA sera un détecteur d'ondes gravitationnelles spatiales, composé de 3 satellites volant en formation triangulaire, séparés par 2,5 millions de kilomètres chacun. Ce triangle géant flottera dans l'espace, suivant la Terre dans son orbite autour du Soleil, à l'écoute des murmures gravitationnels des trous noirs supermassifs en collision. Quand LISA sera opérationnel, nous pourrons pour la première fois observer directement les fusions de trous noirs supermassifs. Nous entendrons le cosmos chanter dans une gamme de fréquences jusqu'alors inaudibles, révélant des événements d'une violence inimaginable qui ont façonné les galaxies au fil des milliards d'années. Peut-être même que LISA détectera les échos de fusion passées impliquant des monstres comme Thon 618. Les ondes gravitationnelles émises il y a des milliards d'années continuent de se propager à travers l'univers, s'étirant avec l'expansion cosmique, attendant qu'un détecteur suffisamment sensible les capte enfin. Ce serait une fenêtre extraordinaire sur l'histoire secrète des trous noirs supermassifs, sur leur croissance, leur fusion, leur coévolution avec les galaxies, des informations que nous ne pouvons tout simplement pas obtenir par d'autres moyens, car les ondes gravitationnelles traversent l'univers sans être absorbées ni déviées, portant un témoignage intact d'événements survenus aux confins du cosmos. Une autre frontière prometteuse est l'imagerie directe des trous noirs et de leur environnement immédiat. En 2019, le Event Horizon Telescope, un réseau mondial de radiotélescopes fonctionnant comme un seul instrument de la taille de la Terre, a produit la première image d'un trou noir, celui au centre de la galaxie M87. Cette image, montrant un anneau de lumière brillante entourant une ombre circulaire sombre, a fait le tour du monde. C'était la première preuve visuelle directe de l'existence des horizons des événements, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. L'ombre au centre correspondait à la région où les photons sont capturés par le trou noir, tandis que l'anneau brillant était le disque d'accrétion vu de côté, ces photons courbés par la gravité extrême. Depuis, le Event Horizon Telescope a également imagé Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre propre galaxie. Bien que beaucoup plus petit que celui de M87, environ 4 millions de masses solaires contre 6 milliards, il est suffisamment proche pour être résolu avec la même technique. Pourrait-on un jour imager Thon 618 de la même manière ? Malheureusement, c'est presque certainement impossible avec la technologie actuelle ou prévisible. Malgré sa taille monstrueuse, Thon 618 est si lointain que son diamètre angulaire vu depuis la Terre est infinitésimal. Pour le résoudre, il faudrait un télescope d'une taille impraticable, peut-être aussi grand que le système solaire lui-même. C'est l'une des ironies de l'astronomie. Les objets les plus grands de l'univers sont souvent aussi les plus difficiles à observer en détail, simplement parce qu'ils sont proportionnellement lointains. Thon 618 restera probablement pour longtemps un point lumineux dans nos télescopes, une source de rayonnement que nous pouvons analyser mais jamais véritablement voir. Et peut-être que c'est approprié. Peut-être que certains mystères doivent être restés partiellement voilés, certaines merveilles maintenues à distance pour préserver le sentiment de sublime qui nous pousse à continuer d'explorer. Après tout, si nous comprenions tout, si chaque mystère était résolu et chaque question répondue, que resterait-il à découvrir ? L'univers perdrait peut-être un peu de sa magie, de son attrait, de sa capacité à nous inspirer l'émerveillement. Thon 618, dans son inaccessibilité même, nous rappelle que l'univers est plus grand que nous, plus mystérieux, plus complexe. Il nous invite à l'humilité, à la curiosité, à l'acceptation de notre ignorance comme point de départ de tout savoir véritable. Et sur cette pensée, tandis que la nuit s'approfondit et que tes paupières deviennent plus lourdes, je t'invite à laisser ton esprit dériver encore un peu plus loin,
vers les implications les plus profondes de tout ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons voyagé ensemble à travers des distances inimaginables ce soir. Depuis ton lit, depuis le confort de cette nuit terrestre, nous avons traversé 10 milliards d'années-lumière pour contempler l'un des objets les plus extraordinaires et les plus terrifiants que l'univers ait jamais produit. Ton 618, le trou noir qui ne devrait pas exister, le monstre qui défie nos théories, le titan silencieux qui dévore des étoiles comme nous respirons l'air. Maintenant, alors que ce voyage approche de sa fin, je veux rassembler tous les fils que nous avons tissés ensemble, toutes les idées que nous avons explorées, en une réflexion finale sur ce que tout cela signifie. Pas seulement pour la science, pas seulement pour notre compréhension de l'univers, mais pour toi, pour moi, pour chaque être conscient qui lève les yeux vers les étoiles et se demande quelle est sa place dans l'immensité cosmique. Ton 618 est, à bien des égards, un paradoxe incarné. Il est à la fois le néant ultime et la concentration maximale d'existence. Un point où l'espace et le temps cessent d'avoir un sens conventionnel, et pourtant un objet si massif qu'il influence le destin de galaxies entières. Il est invisible par définition, puisque aucune lumière ne peut s'en échapper. Et pourtant, c'est l'un des objets les plus lumineux de l'univers observable grâce à la matière en furie qui tourbillonne autour de lui. Ces paradoxes ne sont pas des défauts de notre compréhension. Ils sont au cœur même de ce que les trous noirs représentent. Ce sont des objets où les extrêmes se rencontrent, où le très grand et le très petit se rejoignent, où la relativité générale et la mécanique quantique sont forcées de cohabiter malgré leur incompatibilité apparente. Et c'est peut-être pour cela que les trous noirs fascinent tant les scientifiques et le grand public. Ils sont des portes vers l'inconnu, des fenêtres sur une physique que nous ne comprenons pas encore, des promesses de révolution conceptuelle à venir. Quelque part dans les équations qui décrivent ces monstres se cache la clé d'une nouvelle compréhension de la réalité. Une théorie unifiée qui réconciliera enfin les deux piliers de la physique moderne. Quand cette théorie sera découverte, si elle est jamais découverte, elle changera notre vision du monde aussi profondément que la relativité et la mécanique quantique l'ont fait au XXe siècle. Nous verrons l'univers d'une manière entièrement nouvelle, avec des yeux conceptuels que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et ton 618 aura joué un rôle dans cette découverte, en nous montrant les limites de notre savoir actuel, en nous défiant de faire mieux, de penser plus profondément, de questionner nos hypothèses les plus fondamentales. Mais au-delà de la physique, ton 618 nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes, sur notre place dans l'univers, sur notre fragilité, sur la précarité de notre existence. Nous vivons sur une petite planète rocheuse, protégée par une fine atmosphère et un champ magnétique modeste, orbitant autour d'une étoile ordinaire dans la banlieue d'une galaxie spirale, parmi des centaines de milliards d'autres. Notre existence dépend d'un équilibre délicat de conditions, une température ni trop chaude ni trop froide, une chimie complexe mais pas trop instable, une étoile assez stable pour briller pendant des milliards d'années sans variation catastrophique. À l'échelle cosmique, nous sommes infiniment vulnérables. Une supernova suffisamment proche pourrait stériliser notre planète par son rayonnement. Un impact d'astéroïde pourrait effacer notre civilisation comme il a effacé les dinosaures. Un sursaut gamma, ces explosions les plus puissantes de l'univers après le Big Bang, pourrait détruire la couche d'ozone et exposer toute vie terrestre à des radiations mortelles. Et puis, il y a les trous noirs. Si un trou noir stellaire errant passait à proximité de notre système solaire, même sans le traverser directement, sa gravité pourrait perturber les orbites des planètes, projetant la Terre soit vers le Soleil, soit vers les ténèbres glaciales de l'espace interstellaire. Nous serions impuissants face à une telle menace, incapables de la voir venir puisque les trous noirs n'émettent pas de lumière, incapables de l'arrêter même si nous la détections. Et ton 618, malgré sa distance rassurante, nous rappelle l'échelle de violence dont l'univers est capable. Ce monstre pourrait engloutir notre système solaire sans même le remarquer, comme un océan absorbe une goutte de pluie. Les 66 milliards de masses solaires qui le composent pourraient écraser tout ce que nous avons jamais construit, tout ce que nous avons jamais rêvé, tout ce que nous avons jamais été, en un instant infinitésimal à l'échelle cosmique. Cette réalité peut sembler terrifiante, et elle l'est, d'une certaine manière,
mais elle est aussi libératrice si on l'accepte pleinement, parce qu'elle nous rappelle que notre temps est limité, notre existence précieuse, notre moment présent unique. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller nos vies dans des préoccupations triviales, des conflits mesquins, des peurs paralysantes. L'univers ne nous accorde pas ce luxe. Chaque instant de conscience est un miracle statistique, une improbabilité cosmique si vaste qu'elle défie le calcul. Sur les quelques 10 puissance 80 atomes de l'univers observable, une infime fraction a été organisée en structures capables de réflexion, de création, d'amour. Tu fais partie de cette fraction. En ce moment même, des milliards de particules collaborent harmonieusement dans ton cerveau pour générer l'expérience subjective que tu appelles ta conscience. C'est un privilège extraordinaire. Un privilège que nous oublions trop souvent dans le tumulte de la vie quotidienne, absorbés par nos routines, nos soucis, nos obligations. Mais les nuits comme celle-ci, quand nous prenons le temps de lever les yeux vers les étoiles et de contempler l'immensité, ce privilège nous revient en pleine conscience. Ton 618 existait bien avant que la vie n'apparaisse sur Terre. Il existera probablement encore longtemps après que notre Soleil aura cessé de briller, après que notre galaxie aura fusionné avec Andromède, après que les dernières étoiles se seront éteintes. C'est un témoin silencieux de l'histoire cosmique, un survivant qui traversera les éons jusqu'à sa propre évaporation finale, dans des temps si lointains qu'ils échappent à toute compréhension. Et nous, dans notre brève fenêtre d'existence, nous avons eu le privilège de le découvrir, de le nommer, de commencer à le comprendre. C'est une rencontre extraordinaire entre deux extrêmes, le monstre cosmique et la conscience éphémère, le gouffre éternel et l'esprit mortel. Que pouvons-nous tirer de cette rencontre ? Peut-être une forme de sagesse, si nous sommes prêts à l'accueillir. Une sagesse qui reconnaît notre insignifiance sans en faire une source de désespoir. Une sagesse qui embrasse notre finitude comme la condition même de notre préciosité. Une sagesse qui trouve dans l'immensité de l'univers non pas une raison de se sentir écrasé, mais une invitation à s'émerveiller. Car l'émerveillement est peut-être notre réponse la plus authentique à des objets comme ton 618. Pas la peur, bien que la peur soit naturelle. Pas l'indifférence, bien que l'indifférence soit tentante face à ce qui nous dépasse si complètement. Mais l'émerveillement, cette émotion enfantine et profondément humaine qui nous fait ouvrir grand les yeux devant la beauté et l'étrangeté du monde. L'émerveillement est le moteur de toute science véritable. C'est lui qui a poussé les premiers astronomes à cartographier les mouvements des planètes, les premiers physiciens à chercher les lois cachées derrière les phénomènes naturels, les premiers cosmologistes à imaginer l'histoire de l'univers, depuis son origine jusqu'à son destin ultime. Sans émerveillement, il n'y a pas de curiosité. Sans curiosité, il n'y a pas de découverte. Sans découverte, nous serions encore dans les cavernes, incapables de comprendre quoi que ce soit au monde qui nous entoure. Ton 618 alimente cet émerveillement comme peu d'objets peuvent le faire. Il nous montre que l'univers est bien plus étrange, bien plus extrême, bien plus créatif que nous ne l'aurions jamais imaginé par nous-mêmes. Il élargit notre horizon conceptuel, nous forçant à accepter des réalités qui violent notre intuition quotidienne. Il nous humilie, certes, mais c'est une humilité féconde, une humilité qui ouvre plutôt qu'elle ne ferme. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de tout ce voyage. L'univers est immense et nous sommes petits, mais notre petitesse n'est pas une condamnation, c'est une invitation à explorer, à découvrir, à nous émerveiller, une invitation à vivre pleinement le temps qui nous est accordé, à aimer intensément les êtres qui partagent notre brève existence, à créer de la beauté et du sens dans un cosmos qui n'en possède peut-être pas par lui-même. Car si l'univers est indifférent, et il semble bien l'être, alors c'est à nous de créer le sens. C'est à nous de décider ce qui compte, ce qui vaut la peine d'être poursuivi, ce qui mérite notre attention et notre énergie. Cette responsabilité peut sembler effrayante, mais elle est aussi profondément libératrice. Nous ne sommes pas soumis à un plan cosmique préétabli. Nous sommes libres de forger notre propre chemin, de définir nos propres valeurs, de créer notre propre beauté. Et dans cette création, nous rejoignons d'une certaine manière les forces cosmiques
elle-même. Les étoiles créent des éléments lourds dans leur cœur nucléaire. Les galaxies créent des structures spirales par la danse gravitationnelle de milliards d'étoiles. Les trous noirs créent des jets relativistes et des disques d'accrétion par les processus les plus violents de l'univers. Et nous, sur notre petite planète, nous créons de la musique, de l'art, de la science, de l'amour. Chacun à notre échelle, nous participons à la créativité cosmique. Ton 618 ne sait pas qu'il existe. Il n'a pas de conscience, pas de subjectivité, pas d'expérience intérieure. C'est simplement un arrangement particulier de l'espace-temps, une déformation gravitationnelle d'une intensité extrême. Toute sa puissance, toute sa masse, toute son influence sur l'univers environnant. Et pourtant, il est fondamentalement vide d'expérience. Toi, en revanche, tu sais que tu existes. Tu as une conscience, une subjectivité, une riche vie intérieure faite de sensations, d'émotions, de pensées, de rêves. Tu peux contempler ton 618 et ressentir de l'émerveillement, de la peur, de la curiosité, de la paix. Tu peux donner un sens à ce que tu perçois, tisser des histoires, poser des questions, chercher des réponses. Dans ce sens très précis, tu es plus remarquable que ton 618. La conscience, cette flamme fragile allumée par des milliards d'années d'évolution, est peut-être la chose la plus extraordinaire de l'univers. Plus extraordinaire que les trous noirs supermassifs, que les supernovas, que les collisions galactiques, parce que la conscience est le lieu où l'univers devient conscient de lui-même, où la matière commence à se questionner, où le cosmos se regarde dans un miroir. Tu es ce miroir. En ce moment, l'univers se contemple à travers tes yeux, s'interroge à travers ton esprit, s'émerveille à travers ton cœur. C'est un privilège extraordinaire, un cadeau que nous devons chérir et honorer par la qualité de notre attention, par la profondeur de notre curiosité, par l'intensité de notre présence au monde. Et maintenant, alors que cette nuit avance et que le sommeil approche, je t'invite à emporter ces pensées avec toi dans tes rêves. Peut-être rêveras-tu de voyages cosmiques, de galaxies lointaines, de trous noirs tourbillonnants. Peut-être rêveras-tu de lumière et d'obscurité, d'infini et d'éternité. Ou peut-être rêveras-tu de choses plus proches, plus intimes, plus personnelles, car les rêves ont leur propre logique que la raison ne connaît pas. Quelle que soit la direction que prennent tes rêves, sache que tu fais partie de quelque chose d'immense. Tu es connecté à tout ce qui existe, par les lois de la physique, par l'histoire de la matière, par le fait même d'exister dans cet univers plutôt que dans aucun. Cette connexion est réelle, tangible, inscrite dans chaque atome de ton corps. Ton 618 continuera d'exister pendant des éons après que nous aurons tous disparu. Il continuera de dévorer des étoiles, d'émettre des jets relativistes, de courber l'espace-temps autour de lui. C'est sa nature, son destin, son rôle dans le grand ballet cosmique. Mais pour l'instant, en cet instant précis, tu es là. Tu respires, tu penses, tu ressens, tu es vivant, conscient, présent. Et c'est suffisant, c'est plus que suffisant, c'est miraculeux. Laisse maintenant ta respiration devenir plus lente, plus profonde. Laisse les tensions de ton corps se dissoudre dans le matelas qui te soutient. Laisse les pensées de la journée s'éloigner comme des nuages poussés par le vent. Laisse le silence de la nuit t'envelopper comme une couverture douce et protectrice. Les étoiles brillent au-dessus de toi, même si tu ne peux pas les voir. Les galaxies tournent lentement dans le vide intergalactique. Les trous noirs attendent patiemment dans l'obscurité. L'univers continue sa danse éternelle, indifférent à nos petites vies, mais magnifique dans son indifférence même. Et toi, tu dérives doucement vers le sommeil, emportant avec toi les échos de ce voyage. Peut-être que demain, quand tu ouvriras les yeux, tu regarderas le monde un peu différemment. Peut-être que tu sentiras, ne serait-ce qu'un instant, cette connexion profonde avec le cosmos qui est notre héritage à tous. Ton 618 restera là-bas, à 10 milliards d'années-lumière, gardien silencieux des mystères de l'univers. Un rappel permanent que nous ne sommes pas le centre de tout, mais que nous faisons néanmoins partie de tout. Une invitation éternelle à l'humilité, à la curiosité, à l'émerveillement. Bonne nuit, voyageurs des étoiles.
Que tes rêves soient vastes comme l'univers et paisibles comme le vide entre les galaxies. Que tu trouves dans le sommeil le repos que tu mérites et dans le réveil la force de continuer à explorer, à questionner, à t'émerveiller. Car l'univers est grand, la vie est courte et chaque moment de conscience est un cadeau précieux. Ne le gaspille pas. Vis-le pleinement, avec courage et curiosité, avec amour et émerveillement. C'est la seule réponse digne face à l'immensité cosmique. C'est la seule réponse digne face à ton 618 et à tous les monstres et merveilles qui peuplent notre univers extraordinaire. Le voyage continue, toujours.